Ce que je vous propose, c'est d'explorer en fait les liens étroits qui pourraient ou qui existent entre la notion d'hospitalité et celle d'ambiance, sachant que quand je dis ambiance en anglais, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, mais souvent on utilise le terme atmosphère, et je pense que Paul va utiliser peut-être ce terme-là, enfin, on verra tout à l'heure. Donc en quoi la notion d'hospitalité est-elle enchâssée dans des questions d'ambiance? Que gagne-t-on à parler d'hospitalité ambiante? Qu'est-ce qui fait d'un milieu ambiant un milieu hospitalier? Et d'une certaine manière, et c'est le titre de ma proposition, qu'en est-il des modes ambiants de l'hospitalité urbaine? Alors, en posant ces questions, il s'agit de mettre en œuvre une approche socio-esthétique de l'hospitalité. Je vais m'intéresser à ce qui relève de l'expérience sensible des citadins, aux tonalités affectives qui imprègnent les espaces urbains, aux manières d'éprouver et de se sentir ensemble dans un milieu. D'une certaine manière, l'ambiance permet de s'interroger sur l'espace public comme un espace de sensibilité à l'autre. Il en va des cadres sensoriels, affectifs, sociaux et infrapolitiques de l'hospitalité urbaine. L'affinité entre l'hospitalité et l'ambiance apparaît immédiatement quand on reconnaît la connotation de protection, on en parlait juste à l'instant, de la connotation de protection associée à l'origine au verbe « embirer », qui est en fait le verbe de départ de la notion d'ambiance. Et ce verbe renvoyait, en fait, étymologiquement, au mouvement de deux bras lors d'une étreinte chaleureuse. Une idée de sympathie, donc, et de bienveillance et de protection. Ainsi, on pourrait faire l'hypothèse, et c'est un petit peu ce que je vais vous proposer là, l'hypothèse selon laquelle l'hospitalité procéderait fondamentalement de gestes ambiants, d'un mouvement d'accueil qui engage non seulement l'interaction entre les citadins, mais aussi plus largement les qualités et les propriétés d'un milieu sensible dans son ensemble. Et on retrouve d'ailleurs ce qu'a dit Jawa tout à l'heure. Johan, pardon. Il ne s'agit donc pas de dire que l'ambiance est par nature hospitalière, par définition. Pourquoi? Parce qu'on parle aussi bien d'ambiance délétère, d'ambiance conviviale, d'ambiance conflictuelle ou d'ambiance amicale. Bref, pas de normalité a priori de l'ambiance, mais plutôt des manières d'être ambiantes, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, des manières d'être ambiantes diverses et variées qui donnent la teneur hospitalière de tel ou tel milieu urbain. On l'a compris, je me demande en fin de compte ce que la notion d'ambiance fait à l'hospitalité urbaine, ce qu'elle apporte de spécifique et d'original en la matière. Alors je vais procéder en 3 temps, si j'ai le temps, enfin on verra. En 3 temps, un qui va être plus long le premier temps, puis on verra pour les 2 autres, à partir du temps qui me reste, ce que je vais pouvoir dire. Un premier qui va s'intéresser à l'expérience très ordinaire de certaines ambiances urbaines. Donc là, vous allez voir que je vais m'appuyer énormément sur, je vais vous montrer des choses. Je vais vous montrer des choses, je vais vous faire écouter des choses, je vais m'appuyer sur des illustrations extrêmement élémentaires, extrêmement simples, qui vont vous paraître absolument ordinaires, banales et insignifiantes, mais qui pour moi constituent précisément la teneur de ce qui fait d'un environnement ou d'un milieu ambiant sa teneur hospitalière. Donc des exemples, je vais partir d'exemples, pour une première hypothèse qui est l'ambiance donne corps, il faut prendre ce terme au sens littéral, donne corps à l'hospitalité urbaine. Deuxième point, je vais faire un pas en arrière pour prendre un peu plus de champ, et je vais m'intéresser très très rapidement, identifier simplement quelques processus de mise en ambiance contemporain de l'espace urbain. Donc là, je vais moins rentrer dans des situations très concrètes et très précises pour prendre un peu du champ. Et pour faire une deuxième hypothèse, l'ambiance conditionnerait l'hospitalité urbaine quand on s'intéresse aux processus actuels qui ont trait aux transformations de l'espace. Et troisième point, moi, qui me paraît absolument fondamental, qui revient sans doute par un tout autre biais à la question de Kant sur l'hospitalité, mais qui, d'une certaine manière, est aussi une façon de penser cette question-là. Comment l'ambiance procède d'enjeux sociopolitiques nouveaux et comment, peut-être, elle inquiète l'hospitalité urbaine. Donc, premier point, l'ambiance donne corps à l'hospitalité urbaine. Au niveau le plus élémentaire, on pourrait dire qu'une ambiance s'éprouve par le corps et les sens. Elle donne lieu à des sensations diffuses
et à des petites perceptions, si on voulait reprendre la terminologie de Leibniz. Elle renvoie fondamentalement à des phénomènes sensibles, et quand je dis phénomènes sensibles, ça peut être sonore, lumineux, olfactif, thermique, aérolique, kinesthésique, etc., à des esquisses et des tendances motrices immédiatement ressenties, et je vais vous donner quelques exemples très élémentaires après, à des ajustements intercorporels qui supposent des sociabilités, à des affects d'arrière-plan qui colorent les situations. On pourrait donc dire que l'ambiance donne corps à l'hospitalité, elle lui confère son caractère concret, situé et incarné, et elle donne le ton aux situations urbaines. Alors cet aspect de l'ambiance, tel que je viens juste de le poser, est en même temps très difficile à décrire, à montrer, car précisément il procède de ce que les phénoménologues appellent un plan pré-réflexif de l'expérience, alors quelque chose qui tend à échapper à une formulation purement langagière. On est ici dans le domaine du pathique, ce qu'on appelle le pathique, de l'ordre du sentir, ce qu'on peut ressentir d'un espace, la façon dont on peut se sentir dans un milieu, attentif aux qualités rythmiques, expressives, gestuelles et sensibles d'un milieu ambiant. Selon les situations urbaines, les citadins peuvent avoir un sentiment diffus d'écrasement ou de légèreté, d'aise ou de malaise, d'élan ou d'inertie, de léthargie ou de tonicité, de tension ou de relâchement, d'attraction ou de répulsion. Donc vous voyez qu'on a affaire là à des dynamiques sensorimotrices, à des phénomènes moléculaires, si on voulait reprendre une terminologie de Lejeune, qui gagnent et qui signent l'écologie sociale d'un milieu urbain. Pour illustrer mon propos, donc, je vais m'appuyer sur des exemples très divers, très variés, donc très ponctuels et très élémentaires, simplement pour montrer des choses qui relèvent de ce domaine dont je viens de parler, issus d'observations d'espaces publics. Vous allez avoir des choses à regarder, à écouter, et un travail sur l'ordinaire de l'expérience, donc des choses que tout un chacun connaît, mais qui simplement je pointe du doigt et j'essaye de montrer. Donc une série simplement de quelques illustrations. Première illustration, donc vidéographique, un court fragment de, je sais pas, qui dure 1 minute et demie, 2 minutes à peu près, dans donc un espace situé à Grenoble, une gare de tram de Grenoble, où là, ce fragment montre simplement comment des qualités sonores d'un milieu, qu'on va aussi entendre, engagent des dynamiques sensorimotrices, et une dynamique sensorimotrice, ce qu'on appelle nous au Cresson, le laboratoire où je travaille, un effet de coupure. C'est-à-dire comment est-ce qu'un milieu sonore, à certains moments, chute de façon assez abrupte et assez intense, et en fait renvoie à une dynamique du milieu, d'un espace relativement animé et occupé du point de vue sonore, un espace beaucoup plus calme, et vous voyez aussi la rythmique et la façon d'être des passants que vous allez voir a tendance aussi à, d'une certaine manière, fonctionner au ralenti ou sous le mode du flottement. Donc je vous demande simplement d'écouter et de regarder, et alors, vous me direz si c'est le cas ou pas, si vous percevez en fait quelque chose qui est de l'ordre de cet effet de coupure dont je viens de parler.
Voilà, pour moi, il y avait un changement de qualité ambiante. Vous voyez qu'on passe en fait d'une ambiance particulière à une autre, d'une atmosphère à une autre, si vous voulez. Et comment là, on a tout simplement des qualités qui sont d'ordre sensorimotrice, qu'on ressent, plus qu'on peut désigner ou verbaliser, mais qui participent de plein droit justement de la qualité ou des qualités d'un espace. Alors, je vais vous donner comme ça quelques exemples très très divers. Voilà un exemple alors photographique tout simplement, et là on pourrait se rapporter aux travaux de Gibson sur la notion d'affordance, d'invitation ou d'invite. Comment une configuration matérielle particulière, ici en l'occurrence un escalier, tend à inviter à monter. Pourquoi ? Parce qu'il a précisément des qualités spatiales particulières, une inclinaison, une volumétrie, des dimensions, etc., qui tendent justement à inviter. Donc évidemment, cette invitation, cette question du potentiel est important, et l'espace matériel lui-même, bien sûr, constitue des ressources pratiques. Autre exemple, comment est-ce que, là on est au Louvre, à Paris, comment est-ce que la lumière peut être aussi un élément qui configure l'expérience, et comment ce puits de lumière qu'on voit au fond, qui en fait renvoie au puits de lumière qui est situé sous la pyramide inversée au Louvre, fait appel. Et quand on fait des enquêtes auprès de passants et qu'on leur demande de restituer quelque chose de leur expérience, une des choses qu'ils nous disent, c'est qu'on a envie d'aller au bout. On est déjà projeté vers ce puits de lumière-là, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'attraction, d'une certaine manière, d'appel, qui joue dans le déplacement. Quelques exemples photographiques encore pour vous montrer comment simplement des espaces matériels configurés de façon particulière renvoient à des sentiments de spatialité extrêmement différentes, à ce que peut Erwin Strauss, quelqu'un qui nous paraît très important du point de vue de la pensée des ambiances, appelait des formes de spatialité. Alors ce n'est pas seulement des espaces particuliers d'ordre cartésien ou géométrique, ce sont des formes de spatialité. Une forme par exemple à gauche qui serait plutôt de l'ordre d'un sentiment de légèreté et d'envol, et à droite plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la compression ou de la contraction. Donc on voit comment est-ce que des espaces configurés de certaines façons produisent des sentiments, des manières d'être sensorimotrices particulières. Autre exemple, simplement pour vous illustrer en fait, tout un ensemble de possibilités de mise en forme lumineuse, de configuration lumineuse qui peuvent accompagner des cheminements, des mobilités. Bon, 4 exemples d'enveloppes lumineuses particulières. Et vous voyez que selon les enveloppes, on a affaire à des qualifications de milieux, à des rythmicités, à des phénomènes. Alors par exemple, en bas à droite, nous on parle d'effets de filtrage lumineux par exemple. Comment en haut à droite, on a plutôt une question de rythmicité de l'espace visuel et lumineux, etc., etc. C'est-à-dire comment est-ce que la lumière est aussi un élément accompagnateur de pratiques sociales extrêmement élémentaires. Là encore, sous la pyramide inversée, vous voyez comment est-ce que cette expérience dont je parle n'est pas uniquement une expérience purement individuelle ou subjective, elle renvoie aussi à des modes d'organisation sociale et à aussi des phénomènes d'imitation. Comment est-ce que là, l'enfant et la vieille dame qu'on voit, en fait, projettent le regard sur ce qu'il y a à voir et partagent d'une certaine manière un moment d'expérience, un moment d'orientation visuelle, sans même qu'ils se concertent. Il y a bien effectivement un appel il y a une puissance de l'environnement construit qui tend à produire un type d'orientation particulier et qui n'est pas uniquement d'ordre subjectif. Donc la question de l'attention dont on parlait tout à l'heure est évidemment très importante. Autre élément illustratif, comment est-ce que simplement une configuration d'un banc, c'est un espace à Paris là encore, configuré comme ça, tend aussi à produire ce qu'on pourrait appeler une conformation motrice. C'est-à-dire que vous voyez que selon où sont assis les personnes, dans le creux de la vague ou dans le haut de la vague, leur corps, leur posture se configure d'une certaine manière, tant plutôt à se recourber s'ils sont assis en bas, ou tant plutôt à se maintenir droit s'ils sont assis sur la partie haute de ce banc-là. Donc tout ça pour illustrer quoi ? Pour illustrer simplement que notre corps est lui-même évidemment plastique et sensible précisément aux différentes qualités matérielles d'un espace et s'y conforme d'une certaine manière, s'y ajuste, s'y adapte, etc. Voilà donc autre exemple, comment est-ce que là on a aussi des agencements. Là on pourrait parler plutôt d'agencements particuliers entre par exemple des qualités lumineuses et thermiques d'une part et puis un espace matériel qui permet de s'asseoir. Et comment en fait l'hospitalité, là si on parle d'hospitalité, c'est la
congruence, la convergence entre le fait de pouvoir être à l'ombre, de pouvoir être au frais et de pouvoir s'asseoir. Ce sont ces trois qualités-là qui, agencées ensemble, produisent une qualité. Un petit mot pour dire simplement que hospitalité, pour moi, n'égale pas du tout confort, au sens où si on prend un espace comme celui-ci, une Médina par exemple, on est sans doute dans un espace qu'on pourrait dire pas particulièrement confortable, voire peut-être même inconfortable, au sens où l'aise du geste, l'ampleur du geste qui tend souvent à décrire un espace hospitalier n'est pas du tout présent là, bien sûr, on est plutôt à l'étroit, confiné, etc. Et pourtant, on a affaire à de vraies qualités d'espace public et de corps à corps, où les personnes et les passants, les visiteurs, etc., qui sont là, recherchent aussi ce corps à corps et cette mise en tension en fait, de la relation interpersonnelle. Donc je crois que pour moi, c'est important de ne pas du tout réduire hospitalité à confort. Autre élément, sur la pluralité, évidemment, de ce que permet un espace public, la pluralité de gestes et la pluralité de modalités d'engagement. Là, simplement une diapo très, très rapide, qui montre à la fois des personnes qui attendent de traverser un couvre-feu, qui téléphonent, qui jouent, qui marchent, etc. Et je crois que ça, c'est évidemment quelque chose, un critère très très basique et classique dans la qualité d'un espace public comme espace de mixité sociale à la fois et activité. Et je crois que c'est quelque chose qui est effectivement très important d'avoir cette pluralité possible de gestes. Un autre élément pour dire aussi comment est-ce que, pour revenir à la question plus d'ordre des interactions sociales, comment est-ce que des espaces configurent aussi des manières d'être ensemble. Et comment, par exemple, on a là des illustrations de la façon dont des espaces matériels qui permettent de s'asseoir, qui sont configurés du point de vue lumineux et thermique de façon particulière. En haut, c'est le cas, par exemple. Et en bas, ce sont plutôt des... là, c'est une photographie qui a été prise à Athènes, lors d'une mobilisation sociale. Comment est-ce que là, on a affaire à une mise en forme, et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, une mise en forme de manière d'être ensemble et de manière intercorporelle d'être ensemble. Donc là, on trouve d'une certaine manière quelque chose qui a été développé dans la phénoménologie, qui est souvent de l'ordre de ce qu'on appelle l'intercorporéité. Alors, un exemple très très basique de l'intercorporéité que vous connaissez parfaitement, mais que vous allez simplement reconnaître. Comment est-ce qu'un espace comme ça donne matière à intercorporéité, c'est-à-dire que vous voyez des personnes qui sortent d'un cinéma et un geste de civilité minimale consiste tout simplement à se passer la porte. On connaît tout ça, geste de civilité peut-être degré zéro d'une civilité, mais qui veut dire quoi? Qui veut dire que dans ce geste-là, pas seulement le geste au moment où il se produit, qui est intéressant, c'est aussi tout ce qui a été appris et incorporé dans cette manière d'être. C'est un geste qu'on sait faire, on déroule le corps, il y a une rythmisation des pratiques et des déplacements, on attend la personne si elle n'est pas encore là, et on respecte d'une certaine manière une règle tacite qui est celle de se passer la porte dans un espace public. Donc tout ça pour dire que ces qualités d'espace et d'environnement, bien sûr, elles sont observables ici et maintenant, comme je vous l'ai montré là, mais en fait, elles s'appuient sur ce qu'on pourrait appeler un arrière-fond ou un arrière-plan, enfin ce que Wittgenstein appelle les hurly-burly of human actions, c'est-à-dire comment est-ce que nos pratiques les plus quotidiennes s'appuient en fait sur tout un arrière-plan de savoir et de savoir-faire partagés. Deux éléments, et j'en arrête là pour les illustrations, qui me paraissent extrêmement importants. D'une part, le fait de se dire, de travailler sur l'ambiance et sur l'observation de pratiques et d'expériences d'ambiance en espace public nécessite également un deuxième niveau d'observation qui est comment est-ce que les espaces sont eux-mêmes l'objet de régulation, de règles, de normes, etc. Voilà un exemple très basique, on pourrait en trouver de partout. Comment est-ce qu'un espace public, là on est derrière la bibliothèque de New York, à Manhattan, en fait, produit tout un ensemble d'indications, d'injonctions à ce qu'on peut faire, ne pas faire, etc. Évidemment, ces règles-là, qui sont ici explicitées, qui sont parfois tacites, mais qui sont ici explicites, en fait, participent évidemment de la mise en forme d'un espace public, de ce qu'on peut y faire ou pas, et de ce qu'il autorise ou pas. Donc cette idée de l'encadrement. Une ambiance est encadrée par des règles plus ou moins explicites et qui renvoient précisément à des modes de gouvernance urbaine. Et puis un deuxième aspect qui me paraît extrêmement important aussi, c'est la question de l'entretien. Un espace est aussi, pose la question vraiment de l'entretien.
comment est-ce que l'ambiance est aussi l'objet de quelque chose qui va perdurer dans ses qualités, qui va permettre d'assurer une continuité en fait de l'expérience. Donc là, effectivement, il y a l'entretien, ça peut être par des professionnels, des services urbains chargés de l'entretien des espaces, mais ça peut être aussi des pratiques habitantes particulières où les personnes balaient devant leur porte, enfin, et d'ailleurs, cette expression-là existe, etc. Donc vous voyez que cette question-là d'assurer la continuité des qualités d'un espace est aussi importante. J'en arrête là pour les illustrations, je vais reprendre le fil de mon propos. Partant de ces illustrations-là, on pourrait dire que l'hospitalité d'un espace est évaluée à l'aune des dispositifs d'enveloppement et des qualités de mouvement qu'il active. Si un espace hospitalier est bel et bien un espace accessible à tous, on a parlé de l'accessibilité tout à l'heure, l'ambiance permet de mettre en évidence diverses formules d'accompagnement, c'est un terme important, accompagnement du public et de sollicitation des corps en mouvement. Mais encore, cette capacité du corps à être habité par le milieu qu'il traverse opère à un niveau pratique et social. Adopter un rythme commun, et là on pourrait penser à quand on se passe la porte, adopter un rythme commun, enchaîner au moment opportun, maintenir la bonne distance, ajuster sa posture à bon escient, sont autant d'opérations implicites et néanmoins fondamentales dans la construction et la constitution des sociabilités urbaines. L'ambiance permet ainsi de prêter attention à la question de l'intercorporéité, la tonalité des situations et, d'une certaine manière, la chorégraphie tacite qui se joue dans un espace public. Simplement pour vous dire que tout un ensemble de recherches sont actuellement en cours dans cette thématique des atmosphères et des ambiances, en train de se développer pour essayer de mettre en évidence et à travailler sur d'une certaine manière, cette dimension infrasensible de l'expérience, infrasensible parce que relevant de phénomènes qui sont complètement quotidiens et tellement quotidiens et familiers qui sont incorporés et qu'on ne voit pas et qui pourtant, évidemment, jouent et nous affectent. Du coup, de nouvelles notions émergent de ce type de travail-là. Plutôt que de parler de mobilité, de confort ou de bien-être, on s'intéresse à des gestes ambiants, à des effets sensibles et à des affects de vitalité, si on voulait reprendre un concept qui vient de Daniel Stern. Il s'agit ici de concevoir l'hospitalité urbaine selon la capacité d'un milieu à affecter et assembler des corps, à intensifier la vitalité d'un espace, à augmenter la puissance d'agir des citadins. D'une certaine manière, avec la problématique des ambiances, on a affaire à une proposition complémentaire de l'écologie urbaine de l'école de Chicago ou de l'écologie de la perception de James Gibson, une écologie urbaine qui serait fondée plutôt sur un paradigme socio-esthétique. Je passe à la deuxième partie. Je ne sais pas combien de temps il me reste, ça va ? 15 minutes, parfait. Deuxième partie, donc je prends là, je me suis appuyé évidemment sur des choses extrêmement précises, élémentaires, contextualisées, pour essayer, j'espère que j'ai réussi, c'est difficile, de donner à sentir comment est-ce qu'une ambiance ou un milieu ambiant peut affecter en fait notre expérience corporelle, d'abord avant tout corporelle, d'un espace, et comment cette expérience corporelle renvoie à des qualités précisément très sensibles et très fondatrices de ce que c'est que l'hospitalité d'un point de vue concret. Alors maintenant, si on prend un peu du champ, on s'intéresse au processus en œuvre dans la mise en forme de l'espace urbain, et on pourrait même dire dans la mise en ambiance de certains espaces urbains, est-ce qu'on peut essayer d'en repérer ? Donc on peut plus s'en tenir seulement au plan de l'expérience immédiate. Le milieu ambiant, en fait, est de plus en plus encadré, designé, voire formaté et standardisé. On est sans doute engagé dans un moment historique de transformation de nos conditions sensibles d'existence. Donc c'est une hypothèse. Quelques indices des processus qui traversent la mise en ambiance des espaces urbains. Donc je vais peut-être aller plus vite, mais un premier indice consiste à observer différentes opérations très pratiques qui consistent, par exemple, à scénographier des espaces, à climatiser, scénariser, animer, paysager, illuminer, sonoriser, voire même odoriser tout un ensemble d'espaces publics. Donc on a affaire là à l'émergence d'une part de nouvelles compétences professionnels, des géographes, des scénographes, des designers sonores, des concepteurs lumière, etc. Et le développement d'un ensemble d'outils professionnels qui relèvent du plan lumière ou des cartes de bruit, des observatoires de l'environnement sonore,
d'expérimentation lumineuse ou olfactive sur site, d'outils de modélisation ou de simulation sensorielle. Donc vous voyez, tout un domaine est en train de se développer qui se réapproprie en fait cette question de la sensorialité en vue de travailler à sa mise en ambiance et à sa conception. Là, on pourrait peut-être parler d'une esthétisation ambiante de l'espace urbain qui porte aussi bien sur des espaces ordinaires que sur des espaces peut-être plus remarquables, historiques ou patrimoniaux. Peut-être que ce travail-là tend à infiltrer l'expérience ordinaire elle-même. Alors, le domaine d'application de ces actions-là, de ces activités-là est extrêmement divers. Il va de la patrimonialisation de la ville-musée, si on prend des figures de ville, aux nouvelles scènes de la ville créative, le design fonctionnel de la ville mobile, les milieux végétalisés de la ville durable, la climatisation de la ville souterraine ou l'animation de la ville événement. Vous voyez, en fait, tout un ensemble de figures urbaines contemporaines qui sont traversées par ce mouvement de mise en ambiance. Et donc, il pose en fait une question qui est quelle est la logique de ce travail-là de mise en ambiance? Et on pourrait dire qu'il y a bien sûr, il y a une sorte de double versant. Un versant consiste à dire, en travaillant cette mise en ambiance, on contribue à la qualité de vie urbaine, au bien-être des citadins, donc cette logique-là, mais en même temps, et peut-être de façon, sinon antinomique, en tout cas en tension, il s'agit de prendre part au marketing urbain, de s'inscrire dans une logique d'ordre économique, voire entrepreneuriale. En fait, là, c'est plutôt la question de l'attractivité des villes et la compétitivité des villes qui se joue. L'ambiance est donc en train de devenir un enjeu privilégié de l'économie de l'expérience, qui est en train d'apparaître, dernier avatar du capitalisme actuel. Alors, je vais aller très très vite, il reste 10 minutes. D'accord. Alors, simplement parce que j'aimerais quand même vous dire quelque chose de troisième aspect qui me paraît quand même très important. Alors, simplement, je vais nommer 4 processus, sans les développer, sans les illustrer. Voilà, par exemple, voilà, quelques photographies d'espace qui sont l'objet de mise en ambiance contemporaine. 4 processus que je vais simplement pointer du doigt et désigner. Premier processus, ce qu'on pourrait appeler un processus d'aseptisation des espaces urbains, qui tend peut-être, et là il faudrait regarder de plus près, à appauvrir l'expérience urbaine, qui tend à lisser des surfaces, à effacer des traces d'usage, à épurer, d'une certaine manière, l'espace aménagé de ses aspérités, sous prétexte de le rendre davantage accessible et lisible. Donc vous voyez que la question de l'accessibilité, ce n'est pas nécessairement un critère à prendre pour argent comptant de toute façon et sans aucune condition. Cette notion-là peut même se renverser pour aussi justifier des logiques qui sont des logiques qui ne relèvent pas nécessairement de l'hospitalité. Alors, question, est-ce qu'on a affaire à un certain émoussement de la sensibilité? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, simplement que je ne vais pas développer ce point-là, mais à propos de ce processus-là d'aseptisation, certains ont parlé d'un imaginaire éco-sanitaire, d'autres d'un urbanisme clean, d'autres encore d'un nouvel hygiénisme. Donc vous voyez que tous ces vocabulaires-là, ces terminologies-là, essayent d'opérer une critique en fait, de ce type de processus d'aseptisation des espaces, qui est d'ailleurs souvent en phase et en lien avec un autre processus qui est celui de la sécurisation des espaces publics. On a cité déjà Marc Briviglieri, lui parle de la ville garantie pour désigner aussi des phénomènes de cet ordre-là, pour montrer effectivement comment est-ce qu'on a affaire des processus particuliers de mise en ambiance d'aseptisation de certains espaces sous prétexte de sécuriser des lieux. Donc d'une certaine manière, en termes d'hospitalité, il en va plutôt de la capacité d'un milieu à laisser libre cours ou au contraire à neutraliser l'informalité des pratiques sociales, l'imprévu des situations urbaines, l'improvisation possible des citadins. Donc cette dimension de l'imprévisibilité, de l'informalité, évidemment très importante. Deuxième processus que je relève, processus de spectacularisation, donc qui tend à transformer les passants en spectateurs. Alors là, tout se passe comme si certains espaces d'aujourd'hui devaient raconter des histoires, accompagner la marche d'une intrigue, mettre en scène des performances artistiques ou des événements festifs,
se prêter à des sons et lumières temporaires ou pérennes, donner lieu à des visites commentées, avec audio-guide pour touristes et autres promenades thématisées. On assiste là à des politiques programmées d'animation de l'urbain. Et là, on pourrait dire peut-être qu'un des enjeux, c'est celui de la vitalité d'un espace public. On parle d'ailleurs de politique de revitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Revitaliser un espace, ça veut dire qu'il est mort, qu'il est en train de mourir. Et donc peut-être qu'un des enjeux du point de vue de l'hospitalité, c'est celui de la teneur de discordance et de mésentente d'un espace public. Vous voyez que je vais très vite, je suis désolé. Troisième processus de médiatisation. Alors qui renvoie bien sûr à ce dont on assiste maintenant, bien sûr, qui est absolument évident, et qui consiste à prendre en compte l'émergence et la montée en puissance très forte des nouvelles technologies mobiles dans l'espace public, capteurs embarqués, appareils numériques, etc., qui transforment, qui ont un effet aussi sur notre expérience de l'espace urbain. On parle là de villes augmentées, de smart cities, d'intelligence ambiante, etc., etc. Donc tout un ensemble de terminologies qu'il faudrait déconstruire, je crois. Et si on voulait revenir à un philosophe français, Bernard Stiegler, qui s'intéresse beaucoup à la question de la technique, lui, il va même jusqu'à parler du tournant machinique de la sensibilité, qui serait de l'ordre d'un conditionnement esthétique. Donc il va très très loin dans sa critique, évidemment, de ce type-là de phénomène. Quoi qu'il en soit, ce type-là de processus pose une autre question qui est celui de l'attention. Et je pense qu'effectivement, ça a déjà été noté, mais la question de l'attention est extrêmement importante. C'est-à-dire comment est-ce que certaines mises en ambiance consistent précisément à capter, configurer, reconfigurer des attentions de public. Et on pourrait peut-être s'appuyer sur les travaux d'Yves Citon quand il parle d'une écologie de l'attention. Et qui consisterait aussi non seulement à travailler sur des attentions focalisées, mais aussi, et peut-être de façon plus précise, et c'est là où on revient beaucoup plus à la question des ambiances, à des attentions flottantes, distribuées, périphériques, d'arrière-plan, qui participent de l'hospitalité d'un espace public. L'indifférence polie de tout à l'heure de Goffman, c'est ça aussi, je crois. Et puis le quatrième processus de climatisation, qui tend à produire des environnements de plus en plus maîtrisés et artificiels. Alors bien sûr, on pourrait penser à Walter Benjamin quand il parle des passages, donc c'est pas nouveau, mais peut-être que là on a affaire à un processus qui tend à s'intensifier, à se prononcer encore plus, et qui tend d'une certaine manière à concevoir de nouveaux milieux ambiants, à fabriquer des atmosphères sensibles inédites. Et là peut-être qu'on pourrait s'appuyer sur des réflexions d'un philosophe belge aussi, Lieven de Kouter, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui parle d'une architecture de capsulaire. Alors je cite simplement, « La capsule est un dispositif qui crée une ambiance artificielle et qui, en formant son propre espace-temps sous forme d'un environnement artificiellement hermétique, minimise la communication avec l'extérieur. » On avait fait aussi pas mal de travaux sur les espaces souterrains et bien sûr on retrouve cette idée-là d'un espace ou d'un environnement capsulaire qui est très cloisonné et très séparé en fait du reste de la ville. Et donc je pense que ça pose une question qui pourrait être travaillée, qui est à mon avis très intéressante, c'est celle de la porosité d'un milieu ambiant et de son articulation avec l'extérieur. Je prends le dernier 5 minutes. Oui. Non, 3 minutes. Voilà, simplement pour nommer ces deux processus-là que j'ai indiqués, une logique de la séduction, une logique de la confiance ou de la confiance de base. Pour vous dire que quand on travaille sur l'ambiance, en fait, on fait comme si, dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on fait comme si une question ne se posait pas, qui était celle de la confiance de base qu'il y a dans l'environnement dans lequel on se trouve. Je me lève le matin et je ne doute pas que l'espace public, que l'environnement, que le monde dans lequel je me trouve est le même que celui d'hier. Alors bien sûr, je pense qu'on a tous en tête des événements de l'année dernière ou de cette année sur des attentats terroristes qui ont fortement marqué effectivement l'expérience des espaces urbains d'un espace public, mais qui, de mon point de vue, est intéressante à observer et à analyser. Pourquoi ? Parce que cette confiance de base, je fais confiance que l'environnement va être le même que hier, en fait, a été d'une certaine manière ébranlée et qu'on peut être dans un état de remise en cause ou de doute de ce qu'on pourrait appeler une foi perceptive. Ce que je perçois, c'est bien est-ce que je peux me fier à ce que je perçois ? Est-ce que je peux avoir une confiance de base, ce que certains appellent une sécurité ontologique ? Le monde, bien sûr, l'expérience que j'en ai va être une expérience
qui est continue, hein, d'un jour à un autre, etc. Et je peux me fier dans une confiance que j'ai de base pour réaliser mes pratiques les plus ordinaires. Mais si cette confiance de base est ébranlée, alors ça reconfigure complètement notre rapport ontologique à l'espace public. Donc je devrais tendance à dire, là c'était simplement une entrée pour dire que la question des ambiances permet peut-être de questionner qu'est-ce qui... Et là c'est là où peut-être on revient à Kant, hein, l'hospitalité du monde. Là peut-être c'est l'hospitalité même du monde qui est remise en cause, c'est-à-dire quel rapport de familiarité je peux encore entretenir un espace qui n'est plus sûr, un espace qui est potentiellement toujours objet de quelque chose qui va m'échapper. Et puis, donc là, j'avais prévu de vous présenter un travail de recherche qui avait été fait au Brésil sur cette question-là, mais appliqué à un terrain, mais je n'aurai pas le temps. Une deuxième autre élément qui questionne la question même de l'hospitalité, le problème de l'hospitalité, c'est presque inverse. C'est-à-dire comment est-ce que, quand on commence à travailler sur des ambiances, certains chercheurs, je pense en particulier à Allen, John Allen, je crois, commencent à nous dire, mais attention, quand on regarde les logiques de conception urbaine, voire de gouvernance urbaine, qui sont bien sûr aussi inscrits dans ce que je décrivais tout à l'heure sur l'économie de l'expérience et les processus de marchandisation et de commercialisation des espaces publics, comment est-ce que ces logiques-là ne fonctionnent plus uniquement, en tout cas, sur le mode de l'exclusion, mais va plutôt fonctionner sur le mode de la séduction, c'est-à-dire comment était tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, sur ces micro-phénomènes sensorimoteurs, perceptifs, etc., va être réadapté, réapproprié dans des logiques marchandes pour construire des espaces, et en particulier des espaces commerciaux, etc., qui renvoient plus à une logique de la séduction que de l'exclusion. Voilà, mais je m'arrête là, je crois que j'ai dépassé mon temps. Merci.